Et merci d'être avec nous, Gabriel Attal. Vous êtes en effet membre d'un gouvernement qui est, on va le dire une nouvelle fois, à la croisée des chemins dans ce climat social. 14e jour de grève. Face à la mobilisation qui se poursuit, le gouvernement est confronté à un choix binaire. Soit l'épreuve de force, soit la reculade. Vous préférez quoi? Nous, on a toujours refusé d'être dans cette logique binaire. On considère qu'il n'y aura pas de gagnants ou de perdants à l'issue de ce mouvement. On considère que des solutions, elles peuvent être construites. Qu'un dialogue, c'est partir d'un point A pour certains, partir d'un point Z pour d'autres, mais se rapprocher. Et le gouvernement, il n'est plus au point A depuis maintenant plusieurs mois. On a annoncé des garanties, on a répondu à des inquiétudes, on a bougé sur un certain nombre de points. Il y a des opposants, notamment des organisations, je pense à la CGT, qui sont elles restées au point Z et qui disent, quoi qu'il arrive, on demande au gouvernement de retirer son projet. Nous, on n'accepte pas cette logique-là. C'est ça la logique binaire. Et nous, on considère qu'on peut construire des solutions avec des organisations constructives. On va s'arrêter quelques instants sur votre point Z. Les grévistes qui tiennent bon, l'intersyndicale. Cette nuit, l'intersyndicale CGT, Force ouvrière, Sud, on va dire les plus durs, qui demandent le retrait, eh bien eux, ils veulent continuer. Écoutez Eric Benel, syndicat Sud Solidaire. Sans annonce du retrait, il n'y aura pas de trêve. Nous appelons à organiser des actions de grève et de manifestations partout où c'est possible. Votre commentaire, Gabriel Attal? La grève continue partout où c'est possible. La grève est un droit. Moi, je n'ai pas à le commenter en tant que tel. Je regrette cette position du tout ou rien. C'est pas acceptable. Quand on parle de dialogue social, quand on parle de compromis, on ne peut pas accepter. Enfin, il faut d'abord assumer qu'une réforme n'est pas chimiquement pure et que par définition, chacun doit faire un pas vers l'autre. Nous, on a fait un certain nombre de pas. On est prêt à continuer à en faire. C'est l'objet des discussions qui vont avoir lieu avec le Premier ministre aujourd'hui et demain. Mais on constate que certains refusent de faire des pas et qui considèrent qu'il faut retirer la réforme ou rien. Et donc, ils veulent continuer à rendre la vie très difficile à beaucoup de Français. Et moi, c'est aussi à eux que je veux penser. Je voudrais parler des coupures d'électricité, justement, parce que ça, c'est assez nouveau. C'est intervenu à partir de lundi soir. La CGT a dit c'est un premier avertissement. Le gouvernement s'expose à des coupures massives. Il y a 170 000 foyers qui ont été touchés pour l'instant. C'est une dérive très grave dans les modes d'action de la CGT. Ce matin, ils ont encore annoncé qu'ils allaient amplifier ces coupures. C'est très grave. C'est très grave parce que, comme toujours, ça touche ceux qui sont les plus fragiles. Vous savez, les institutions, les préfectures, ils ont des générateurs. Quand vous coupez le courant dans un quartier, eux, ils s'en sortent toujours. Par contre, les gens, les foyers, les individus, eux, ils n'ont pas ça. Et eux, ils se retrouvent dans la panade. Comme quand vous bloquez des transports, vous savez, les puissants, ceux qui décident, ils ont toujours un moyen d'aller travailler, de se déplacer. Les plus riches, ils ont toujours un moyen de payer une nounou pour remplacer la crèche de leurs enfants, de prendre un taxi pour remplacer le métro. Par contre, ceux qui travaillent dur, ceux qui doivent aller travailler, eux, ils n'ont pas de solution de remplacement. Et moi, ces coupures de courant, je les trouve très graves et je les trouve très dangereuses. Ouais. On a des exemples de situations quand même totalement inacceptables qui se sont produites. Je pense à Béziers. Vous avez un hôpital qui a été touché par une coupure. Heureusement, il avait un générateur. On est défendu hier en disant bon, il peut y avoir malheureusement peut-être des foyers, mais c'est pas le but. C'est les entreprises du CAC 40 qu'on vise. Mais attendez, c'est pas le but. Hier, pas le but. Mais vous avez une entreprise, je crois que c'est à Béziers aussi. Il y a une coupure de courant. Du coup, il y a des fumées toxiques qui sont sorties de l'entreprise et qui vont intoxiquer 4 salariés. Vous avez une personne qui s'est exprimée sur France 3 Région à Béziers, un monsieur qui est très malade, qui est sous respirateur électrique, qui était dans son lit. Le respirateur s'est arrêté. Vous ne pouvez même pas se redresser puisque son lit est électrique. Non, mais c'est aussi des situations comme ça. C'est une dérive des moyens de la contestation. Est-ce que la CGT assumerait un drame lié à ces décisions-là? À Perpignan, vous avez les feux tricolores qui ont été éteints à cause d'une coupure de... Non, je ne dramatise pas, je mets en garde. Je mets en garde face à ces situations qui sont dangereuses. On ne peut pas tout accepter comme mode d'action. Oui, le droit de grève est constitutionnel, et si des salariés veulent faire grève, ils ont parfaitement le droit de le faire. Mais quand on empêche des salariés qui refusent de faire grève d'aller travailler, comme on l'a vu à Paris avec des conducteurs de bus, de tramway, qui ont été empêchés d'aller travailler par des syndicalistes. Quand on coupe le courant chez les gens, on n'est plus dans le droit de grève, on est dans le blocage et on est potentiellement dans du danger pour les individus. Et c'est illégal? Bien sûr que c'est illégal. Ce sera poursuivi? Je le souhaite, évidemment. Il faut que ce soit poursuivi. Il y aura donc des dépôts de plainte et des sanctions éventuellement si la justice en décide. Vous le souhaitez? Bien sûr que je le souhaite. On ne peut pas tout accepter. Et moi, j'ai envie de vous dire, pour rejoindre la question que vous posiez tout à l'heure sur le retrait, moi, je n'ai pas envie qu'on se retrouve dans un pays, la France, c'est une démocratie, il y a des institutions, où finalement, on a cette prise en otage et où on serait contraint de céder parce que certains se lancent dans ce type de mode d'action. Vous faites comme si, quand on vous écoute, Gabriel Attal, comme si vous n'étiez pour rien dans la situation aujourd'hui. Pardon?
Mais cette situation, c'est aussi cette loi, cette réforme, pardon, c'est pas encore une loi, cette réforme qui est présentée et pour l'instant qui n'est pas acceptée par les Français. On le voit dans les sondages d'opinion. Vous savez, comme si vous subissiez la situation. Ce sont les Français qui subissent les effets de la grève et de la contestation de votre réforme. D'abord, oui, on porte une réforme et on considère qu'on est fondé à le faire. D'abord parce qu'elle était dans notre programme pour les élections présidentielles et les élections législatives et qu'on a été élu pour le faire. Ensuite, parce qu'on considère, et le constat aujourd'hui est assez peu disputé, que le système de retraite tel qu'il existe est injuste, qu'il est inefficace et qu'il risque de s'écrouler si on ne prend pas des mesures importantes. Et puis enfin, parce que quand vous parlez des sondages, il faut regarder tous les sondages. Majorité de Français dit aujourd'hui que le système actuel ne fonctionne pas, qu'il est injuste. Et une très grande majorité de Français, je crois que c'est autour de 80%, est pour la suppression des régimes spéciaux. Ce à quoi s'opposent aujourd'hui les organisations syndicales qui bloquent les Français et qui disent s'il n'y a pas de retrait du projet, on va continuer à bloquer. Alors parlons de l'âge pivot, parce que l'âge pivot, pardon, ce n'était pas une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Sur ce sujet, Laurent Berger, qui était notre invité hier matin sur LCI, a dit, je lui ai demandé est-ce que ça bouge côté gouvernement, il disait non, ça ne bouge pas. Il faut que ça bouge. Mais par définition, vous avez aujourd'hui des réunions avec les organisations syndicales et le Premier ministre. Demain, encore une réunion multilatérale. Sur l'âge pivot, qu'est-ce qui peut bouger, Gabriel Attal? Alors, le Premier ministre a été très clair sur ce sujet-là. On veut atteindre l'équilibre pour notre système de retraite. On propose pour cela l'âge d'équilibre, c'est notre proposition, parce qu'on considère que c'est ce qu'il y a de plus juste et de plus efficace. Si les organisations syndicales ont d'autres propositions pour atteindre l'équilibre, on les regardera. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra être très inventif et très imaginatif, parce qu'aujourd'hui, les autres pistes qui sont mises dans le débat, pour nous, elles sont difficilement acceptables. Vous voyez à quel point vous fermez aussi la proposition. Pardon, le point qui hérisse précisément Laurent Berger, le patron de la CFDT, c'est que vous inscriviez le principe de l'âge pivot comme le mécanisme qui devra s'imposer si les partenaires sociaux n'arrivaient pas à trouver une solution. Donc, si vous voulez, c'est quand même compliqué pour eux d'accepter de commencer à négocier alors qu'ils savent que le gouvernement va imposer sa solution. Non, puisqu'on leur dit que s'ils ont une autre proposition, on la regardera et que si effectivement elle est meilleure que l'âge pivot, en tout cas si elle adapte l'âge pivot tel qu'on l'a proposé, on la regardera avec attention. Vous savez, quand on parle de ce sujet-là, c'est pas un gadget l'âge pivot. Oui, on a tendance à entendre certains séparer la réforme systémique du paramétrique. Mais vous savez, c'est une drôle de conception du paritarisme. Pardon, Gabriel Attal. C'est une drôle de conception du paritarisme. Dire aux partenaires sociaux, on vous donne la main. Mais dans le fond, on ne vous fait pas suffisamment confiance pour ne pas envisager notre solution. C'est une drôle de conception du paritarisme. Certains diraient même que c'est un paritarisme dévoyé. C'est pas ce qu'on dit, d'abord. La première chose, c'est que les annonces qu'a faites le Premier ministre la semaine dernière, elles font suite à 4 mois de concertation. Le paritarisme, c'est aussi ça. Le dialogue social, c'est aussi ça. On nous a reproché pendant 2 ans de ne pas associer suffisamment les syndicats. On l'a fait pendant 4 mois à travers une concertation. Pas à la sur fin, mais à la fin, il faut trancher. La question du financement du système, elle a été posée dès le départ. C'est tellement pas vrai que vous le savez bien. D'ailleurs, la CFDT a dit très tôt qu'elle était contre l'âge d'équilibre. Sa proposition, il n'y a pas de problème de déficit. Et c'est parce qu'il y a un problème de déficit, dit le Premier ministre, c'est parce qu'il y a un rapport du corps, il est récent, qu'aujourd'hui, vous dites, on est obligé d'envisager la solution. Dès l'été, on a parlé de la question du financement. Dès l'été, la question du financement a été abordée. D'ailleurs, Emmanuel Macron s'était exprimé sur le sujet. Le rapport est sorti. Ce que je veux dire, c'est que on a ce contexte-là. Mais c'est pas un gadget, on fait pas ça par plaisir. Quand on met en place un nouveau système qui crée de nouveaux droits, il faut financer ces nouveaux droits. Il faut financer ces nouveaux droits parce qu'on ne veut pas prendre aux uns ce qu'on donne aux autres. Et donc, il faut les financer. Et nous, notre proposition aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut travailler un peu plus longtemps et progressivement plus longtemps. C'est aussi, ça répond aussi à une situation que tout le monde défend aujourd'hui, notre régime par répartition. Donc, retirer l'âge pivot, ça ne sera pas, ça n'est pas envisageable. Je termine juste mon idée et je vous réponds. Tout le monde défend aujourd'hui le régime par répartition. Et tout le monde a raison, puisque c'est ce qui permet aujourd'hui qu'on a un régime solide et qu'on ait un des taux de pauvreté chez les personnes âgées les plus faibles dans les pays de l'OCDE. Mais le régime par répartition, c'est quoi? C'est que les actifs financent le travail, financent la retraite des retraités. Vous aviez, il y a 50 ans, 4 actifs pour un retraité. Ça facilitait le financement. On va arriver là à 1,5 actifs par retraité. Donc on voit bien que s'il n'y a pas plus de Français qui travaillent, donc ça veut dire quoi? Créer des emplois, c'est ce qu'on fait, mais ça veut dire aussi travailler un peu plus longtemps. Le système ne tiendra plus. Mais ça, par exemple, la CFDT, c'est pas l'alpha et l'oméga de la réforme, mais il se trouve que c'est un des syndicats qui ne demande pas le retrait du texte. Il admet qu'effectivement, il faut un équilibre. Et tout le monde a compris. Les Français ne sont pas idiots, Gabriel Attal. Ils ont bien compris qu'il y a de moins en moins d'actifs pour de plus en plus de retraités. Personne ne peut échapper à cette réalité. Et alors, on fait comment? Ce sont les solutions sur lesquelles... Nous, on en propose une qui est l'âge d'équilibre. Et ce que je vous dis, c'est que
si la CFDT et d'autres organisations syndicales en proposent une autre qui permet de répondre à cet enjeu-là, évidemment qu'elle sera regardée. Donc, je reprends, ma question. Retirer le texte, vous dites non. Retirer l'âge pivot du texte, vous dites non. Mais, je veux dire, si les organisations syndicales font d'autres propositions qui fonctionnent mieux que l'âge pivot, on les préférera à l'âge pivot. Oui, mais là, dans la loi qui sera proposée le 22 janvier en Conseil des ministres, puis soumise au Parlement... Alors, je vais dire les choses plus clairement. L'âge pivot inscrit comme alternative à une solution que n'auraient pas trouvé les syndicats, ça sera dans le texte. Je vais vous dire les choses plus clairement. Ou ça peut ne pas si dans les réunions qui ont lieu aujourd'hui, demain et peut-être par la suite, les organisations syndicales proposent une meilleure solution que l'âge pivot, c'est celle-là qui sera inscrite dans le texte. Alors vous leur donnez 3 semaines. Ça fait 4 mois qu'il y a une concertation, que cette question du financement est posée. Le texte il passe en Conseil des ministres à la fin du mois de janvier, il sera examiné par le Parlement au début de l'année. Vous dites aux syndicats, trouvez-nous une solution et le 22 janvier, on l'inscrit dans la loi. Faites des propositions et nous on les regardera. Mais c'est aussi ça ce que vous parliez du dialogue social. Qu'est-ce que vous faites comme proposition ? Qu'est-ce que vous faites pour aussi faire en sorte qu'il y ait une... Parce que le compromis, si vous voulez, ce sont 2 personnes qui effectivement font un pas l'un vers l'autre. Et nous, on a fait beaucoup de pas. Qu'est-ce que vous faites comme proposition ? On a fait beaucoup de pas, je rappelle. C'était la génération 63 qui était concernée, c'est aujourd'hui 75. On a annoncé un certain nombre de mesures, d'évolutions, de garanties qui ont été données. Je pense à la question des enseignants, je pense à d'autres... Donc on ne peut pas dire qu'on n'ait pas fait de pas. Pour répondre à votre question, nous, on a fait une proposition, moi je suis solidaire de la proposition du gouvernement qui est cet âge pivot. Maintenant, moi ce que je comprends, et notamment dans les positions de la CFDT, avec qui je discute aussi, c'est que leur inquiétude avec l'âge pivot, c'est effectivement pour les Français qui ont commencé à travailler très jeunes ou qui ont eu une carrière pénible. Dans les propositions qu'ils pourraient faire, est-ce que éventuellement cet âge pivot pourrait être adapté pour les personnes qui ont une majorité de leur carrière dans des conditions de pénibilité, par exemple avec un malus qui est différent de celui des autres, celui qu'on a proposé c'est 5%, j'en sais rien. C'est des propositions qui peuvent être faites. En fait. C'est des propositions qui peuvent être faites par les organisations. On prend l'exemple qui est assez frappant du chômeur de 58 ans qui épuise ses droits au chômage. Donc il est au chômage à 58 ans, il a 3 ans de chômage, il se retrouve à 61 ans, il fait valoir ses droits à la retraite. Et effectivement, lui, comme le dit Laurent Berger, c'est la double peine. Parce qu'à la fois, il est obligé de faire valoir ses droits trop tôt, et puis ensuite, il a le malus. Ça, c'est un autre sujet qui est celui de l'emploi des seniors, qui est un vrai sujet, c'est vrai. Oui, mais avant que ce soit réglé en amont, lui, qu'est-ce que vous faites ? Un sujet qui a quand même beaucoup progressé, je vais le dire. En 2003, le taux d'emploi des seniors, c'était 36%. Aujourd'hui, on est à 52%. Donc on voit qu'il y a eu un progrès. Le taux de chômage des seniors, il est inférieur au taux de chômage moyen en France. Est-ce que ça veut dire que le sujet est réglé ? Évidemment non. Je crois qu'il y a autour de 900 000 seniors qui sont au chômage. Donc il faut agir pour l'emploi des seniors. On le fait d'abord en créant des emplois. Je rappelle quand même, autour de 400 000 emplois en net créés grâce à ce gouvernement depuis 2 ans. Il faut prendre des mesures supplémentaires. On a confié une mission à Madame Sophie Bellon, la présidente du conseil d'administration de Sodexo, qui va remettre un rapport en janvier. Il faudra prendre des mesures supplémentaires avec les entreprises pour garantir l'emploi des seniors. Avant que ça produise ses effets, parce que malheureusement c'est toujours un peu long après... la réforme ne va pas rentrer en œuvre tout de suite. Voilà. Mais avant que des mesures pour les seniors ne produisent leurs effets, est-ce que vous, par exemple, vous seriez d'accord pour que ces personnes-là, qui subiront la double peine, en fassent en sorte que ce ne soit pas le cas ? Qu'elles soient sorties un peu du dispositif ? Précisément, notre réforme, elle apporte déjà des garanties sur ce sujet-là, avec la retraite progressive, avec le cumul emploi-retraite qui va être facilité. Donc ça, évidemment, c'est un enjeu qu'on a pris en compte et qu'on va continuer à prendre en compte. Et sans doute, faudra-t-il d'autres mesures sur la question de l'emploi des seniors. Par exemple, un index dans les entreprises, comme on vient de le faire pour l'égalité femmes-hommes, qui oblige les entreprises à regarder la manière dont elles gèrent l'emploi des seniors, à publier les données. Est-ce qu'il faut des conditions de cotisation sociale incitatives pour l'emploi des seniors ? Je pense que tout ça, c'est en train d'être regardé par Madame Bellon. Ça va être proposé en janvier. Je vous rappelle que la réforme, elle va se mettre en œuvre de manière progressive. Que donc, on a aussi un peu de temps pour l'accompagner de nouvelles mesures sur ce sujet-là de l'emploi des seniors, comme sur d'autres sujets. Vous entendez l'exaspération des Français qui, aujourd'hui, sont épuisés d'être soumis à ce régime. Les petits commerces, on en parlait sur LCI dans la matinale ce matin, on les a vus, les commerces à Paris, qui commencent à être extrêmement fragilisés. Vous pensez qu'ils vous créditeront de votre fermeté ? Écoutez, nous, on n'est pas dans des calculs politiques. Vous savez. Non, on n'est pas dans des calculs politiques. Je vais vous dire, bien sûr qu'on se rend compte que c'est très difficile. Vous savez, on discute avec des usagers. C'est une galère absolue aujourd'hui de prendre les transports à Paris pour aller travailler. Vous avez beaucoup de Français qui se lèvent beaucoup plus tôt que d'habitude, qui rentrent chez eux beaucoup plus tard pour pouvoir prendre un métro pour aller travailler. Et moi, je pense que c'est aussi à eux qu'il faut penser. Vous avez effectivement des commerces qui perdent autour de 50% de leur chiffre. Est-ce qu'il faut... Anne Hidalgo, hier, la maire de Paris, d'ailleurs, a
demander à ce qu'ils soient indemnisés. Il y a des premières mesures qui ont été annoncées, notamment la possibilité d'étaler leur charge sociale dans le temps pour pas que ça soit trop brutal, parce qu'ils ont aujourd'hui des pertes de trésorerie. Si on se rend compte qu'il y a des situations très graves, qu'il y a des commerces qui risquent de mettre la clé sous la porte, évidemment qu'on regardera pour des mesures d'urgence. Mais aujourd'hui, c'est d'abord des mesures pour faciliter leur trésorerie qui ont été annoncées. On fait un point, quand je dis on, c'est Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher, tous les 2 jours avec les représentants des commerçants pour regarder la situation. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de commerçants qui tirent la langue. C'est très difficile aujourd'hui pour eux. Donc il faut les aider. Plus de 50%, évidemment, qu'il faut les aider. De les aider. On a commencé à le faire et on va continuer à le faire, évidemment. Parce que c'est aussi des emplois derrière, vous savez, c'est aussi des commerces. Bon, c'est des commerces qui perdent du chiffre, c'est aussi des commerces dont les salariés ont du mal à venir travailler, parce que précisément, ils ont du mal à se déplacer. Voilà, c'est toutes ces difficultés-là qui ont un impact aujourd'hui sur la vie économique du pays. Quelques questions précises, je vous demande d'être bref. Quand est-ce qu'il y aura le simulateur qui permettra à chaque Français de se projeter ? Aujourd'hui, vous avez un premier simulateur de cas types qui va être diffusé. Cas types, ça veut dire quoi ? Je crois une quinzaine. Combien de profils ? Ça veut dire une quinzaine de profils. 15 profils. Une quinzaine de profils qui permettent aux Français de se projeter, de trouver le profil qui est le plus proche de sa situation, de sa carrière. Ça, c'est aujourd'hui. Vous allez avoir de plus en plus de profils et de cas types qui vont être diffusés jusqu'à la présentation du texte en Conseil des ministres qui est prévu le 22 janvier, je crois. Où vous aurez là autour de 150 profils et cas types. Ça va continuer à s'affiner. 22 janvier, ça peut bouger ? C'est pas... Je ne crois pas, non. Bon, non. D'accord, non, vous dites... Après, vous avez la question d'un simulateur individuel. Oui. C'est-à-dire, je donne ma situation individuelle et je sais exactement quand est-ce que je pourrais partir à la retraite, avec combien, etc. Ça, par définition, c'est très difficile de le mettre en œuvre avant que la loi soit votée, puisque la loi, elle va prévoir des paramètres qui auront un impact, y compris dans des détails. Donc le simulateur individuel, il sera mis en œuvre dans les prochains mois, quand la loi sera adoptée, mais en amont, ce qui a été décidé, ce qui a été demandé très fortement par le Premier ministre, le Président de la République, c'est d'avoir cette batterie de plusieurs centaines de cas types qui permettent à chacun de se projeter. Vous êtes aperçu un peu tard que le simulateur individuel, c'était extrêmement compliqué. Et c'est à petit niveau du Conseil des ministres aujourd'hui, Laurent Pietraszewski, qui remplace au pied levé Jean-Paul Delevoye, qui va être chargé de ça. Ceux qui ont un billet auront un train, a dit votre confrère Djebari, Jean-Baptiste Djebari, ministre des Transports, secrétaire d'État aux Transports hier matin. Pas vraiment. C'est une bourde. Ce qu'a voulu dire Jean-Baptiste Djebari, c'est qu'il y a 850 000 personnes qui avaient réservé un billet pour ce week-end. Et que la SNCF proposera 850 000 places dans les trains pour ce week-end. Et tout ce qu'on est en train de faire... Mais pas forcément pour aller où on devait aller initialement, précisément, ce qu'on est en train de faire, c'est de garantir que les Français qui avaient des billets puissent avoir une place dans un train qui va à la destination pour laquelle ils avaient réservé un billet. Vous avez, je crois, aujourd'hui, dans les chiffres qui ont été communiqués par la SNCF, 50% des personnes qui avaient réservé un billet qui pourront prendre leur train dans les mêmes conditions, 15% qui sont changés de train sur la même journée pour la même destination. Et il reste une trentaine de %, et c'est sur ceux-là qu'on concentre nos efforts, que la SNCF concentre ses efforts ces jours-ci, pour leur trouver une solution adaptée. C'était une façon de parler un peu rapide, parce qu'ils auront un train, effectivement, mais pas forcément le jour, l'heure et la destination qui était prévue. On informe là-dessus, de toute façon, heure par heure sur LCI. Dernière question, le pays est passé d'un état d'ébullition sociale à un soulèvement général, déclaration de Jean-Luc Mélenchon ce matin, dans Libération. Mais vous savez, Jean-Luc Mélenchon, il a envie que les choses se passent mal dans le pays. Il a envie, Jean-Luc Mélenchon, son rêve, ça serait qu'on soit en guerre civile en France, parce qu'il considère que ça sert ses intérêts très politiciens. Vous savez, moi, ce que je constate par rapport à l'an dernier et au mouvement des Gilets jaunes, c'est que certes, il y a aujourd'hui une opposition d'organisations syndicales, notamment, à une réforme qui est portée par le gouvernement. Mais on est dans un cadre de démocratie sociale où vous avez des organisations syndicales représentatives qui ont cette opposition à une réforme. Donc il y a aussi ce cadre-là de dialogue social qui a été retrouvé, parce qu'il y a eu 4 mois de concertation, parce qu'on a fait le choix d'associer davantage, ça nous a beaucoup été reproché, aux décisions, et aussi de donner cette légitimité aux syndicats pour représenter ces colères. Et ça, moi, je veux y voir, j'essaye toujours d'être positif et optimiste, un progrès. Son rêve, c'est qu'il y ait une guerre civile en France, Jean-Luc Mélenchon. Ce que je dis, c'est que Jean-Luc Mélenchon souhaite en permanence aller vers le pire. Il souhaite en permanence que ça soit très difficile. Il ne cherche pas à améliorer la situation. Il ne cherche pas à régler les problèmes, Jean-Luc Mélenchon. Donc il dit soulèvement généralisé. De quoi est-ce qu'il parle? Vous avez aujourd'hui des millions de Français qui prennent leurs dispositions, je le disais tout à l'heure, pour aller travailler, qui ont envie de travailler, qui ont envie que le pays fonctionne mieux. Et d'autres, une grosse proportion qui sont encore en colère contre le gouvernement. On verra. C'est notre responsabilité d'arriver à répondre à ces colères et arriver à rassurer. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. Merci Gabriel Attal d'avoir été ce matin sur LCI. C'est à vous Pascal.